Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Data Watch. Data Watch, c'est un podcast qui fait de la veille autour d'articles récents sur des sujets de data engineering. Et donc, je fais le podcast avec Axel Monroy et je suis Bertrand Fabre. Salut Axel. Salut Bertrand. J'ai changé un peu de décor. Je suis plus chez moi. Là, je suis directement chez mon client. Mais je pense que ça ira. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur nos profils, je vous invite à aller voir nos profils LinkedIn qui seront directement dans la description de l'épisode. Moi, pour info, j'envoie une newsletter toutes les semaines sur des sujets de veille, donc ce qu'on fait aujourd'hui, d'astuces data, de concept data et d'outils data. Je fais des posts LinkedIn sur exactement les mêmes sujets et de la même manière des articles de blog sur les mêmes sujets. Et aujourd'hui, avec Axel, on va parler donc, comme à notre habitude, de 5 articles différents. Le premier, on va parler de data observability chez Roche, qui est une entreprise pharmaceutique. On va parler aussi d'un questionnement sur la mort des clés primaires ou étrangères. On va parler de data stack déclarative. On va aussi parler de GitHub Action pour la data engineering. Et on va finir par évoquer le rôle du data owner. Et on va échanger avec Axel sur quels sont les liens avec les data engineers. Donc, comme je vous disais, on va parler de data observability. C'est un article de Monte Carlo. C'est un site que je suis assez régulièrement. Et là, aujourd'hui, l'article, c'était autour d'une entreprise qui s'appelle Roche et l'implémentation chez Roche du data mesh et de la data observability qui l'a aidé en fait à implémenter, à faire adopter le data mesh. Pour information, Roche, donc comme je le disais au début, c'est une entreprise pharmaceutique suisse qui a été créée il y a déjà plus de 100, je crois c'est 120 ans, si je fais le calcul vite fait, ça va faire 128 ans. Il y a 94 000 employés en 2018. Anecdote, ce sont les producteurs du Valium. Juste comme ça, j'ai lu ça, je trouvais que c'était un fun fact. Et ils font à peu près 13 milliards de bénéfices en 2023. Moi, je me dis que les données, ça va aussi avec le chiffre d'affaires. Je pense pas qu'il fait 13 milliards si tu brasses assez peu de données. Je pense que c'est plutôt quand même l'inverse. Et donc, c'était en 2020. Ils ont voulu mettre en place le data mesh. Je ne sais plus si dans l'article, il parlait de ce qu'ils étaient le fonctionnement avant. Mais en tout cas, c'était un peu plus centralisé. Et ce qu'ils voulaient, c'était avoir vraiment une archi data mesh, donc ça veut dire décentralisé, ne plus avoir des goulots d'étranglement quand il y a besoin de faire des nouveaux traitements, enfin en tout cas tout ce qui est lié à la data. Et donc, ils ont implémenté ça pour avoir des domaines bien distincts sur les données, pour que chacun puisse être responsable de ses propres traitements, de ses propres pipelines. Parce que, justement, ils étaient confrontés à une montée de la volumétrie, une montée aussi des cas d'usage. Et donc, comme je le disais, ils ont senti le goulot d'étranglement sur un mode centralisé. Et donc, pour faire ça, ils sont, en plus d'implémenter le data mesh en entreprise, ils ont aussi utilisé la data observability pour faire monter en qualité en fait tous les produits. Et donc la data observability, pour rappel, c'est d'avoir une vision 360 autour de ces données, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes d'avoir une vision sur où en est la pipeline. Est-ce qu'elle a bien tourné? Est-ce qu'elle n'a pas bien tourné? Est-ce que les données donnant sont OK, pas OK? Est-ce qu'il y a certaines anomalies? Et donc, pour eux, c'était nécessaire pour l'adoption du data mesh. Et grâce à ça, ça leur a permis, comme je le disais, de monter en qualité sur les produits finaux. Parce que la data engineering, c'est juste une partie, mais après, il y a les produits aussi qui ont utilisé ça. Ça leur a permis aussi d'être transparent auprès des utilisateurs pour dire là, il y a un problème de données, il n'y a pas de problème de données, là, il y a une certaine qualité. Je ne crois pas qu'ils ont parlé de scoring de qualité, mais ça pourrait être un cas d'usage aussi. Et ça a aidé aussi dans les interactions entre les différentes équipes. Parce que si on passe en data mesh, ça veut dire donc il y a des équipes qui sont responsables de leur propre domaine, mais il peut y avoir du transverse aussi dessus. Donc, il faut savoir communiquer avec les équipes. S'il y a une équipe qui utilise une partie des données de l'autre équipe, il faut aussi qu'ils aient une vision dessus pour savoir est-ce que ce qu'on consomme, c'est OK, pas OK. De la même manière pour après communiquer aux utilisateurs finaux.
En plus de ça, il parlait aussi du data lineage apporté par la data observability. Ça permettait aussi d'éviter d'avoir des data products en double. Donc j'imagine que s'il parlait de data product en double, c'est parce qu'il y avait vraiment pas mal de domaines et j'imagine qu'il y avait pas mal d'équipes. Dans mes missions, j'ai pas été confronté au risque d'avoir un data product en double. En général, c'était des équipes sur les doigts d'une main, maximum deux. Toi, je sais pas si tu as été confronté à avoir trop d'équipes et le fait de pouvoir faire quelque chose en double, Axel. Non, non, moi, mes deux précédents clients, c'était vraiment des très grosses boîtes Ouais. françaises. Mais j'ai pas eu ce problème-là. C'était quand même bien identifié les domaines sur lesquels j'étais. Mhm. Donc non. Ok. Et le dernier cas aussi qui a été évoqué, c'est le fait que utiliser la data observability, ça leur a permis d'identifier et d'améliorer des requêtes qui étaient inefficaces. Et la finalité, ça leur a permis de faire une réduction d'à peu près 20% des coûts sur Snowflake. Bon, je ne l'ai pas précisé au début, avec le même maintien des performances. Ça, j'ai une mission où justement il y avait des tech leads qui avaient mis ça en place. Il y a une sorte de moniteur looker qui permet d'avoir par équipe la consommation, le nombre de requêtes données. Quand je parle de consommation, c'est au niveau des coûts. Et plus en détail pour un certain domaine, pour une certaine requête, pour une certaine personne, etc., pour avoir vraiment une vision très fine de qu'est-ce qui consomme et qu'est-ce qui est performant, pas performant. Et ça, c'est vrai que ça m'a déjà permis d'ajuster certaines requêtes, en plus d'utiliser comment ça s'appelle sur BigQuery, je crois que c'est le plan d'exécution, un truc comme ça. C'est assez pratique sur BigQuery. Toi, dans tes missions ou ta mission, tu travailles déjà en data mesh? Alors oui, on a une envie, une vocation à travailler en data mesh. Mhm. Après, il faut savoir que le data mesh, premièrement, pour moi, on peut en faire sans dire qu'on fait du data mesh. Ouais. En fait, c'est de l'organisation. Mhm. Euh, et il suffit pas de dire qu'on fait du data mesh pour avoir une bonne organisation. Mhm. Donc là, c'est pas en rapport avec mon client, c'est un constat général. Euh, Moi, ce que je dirais, vu que chez mon client, la data est un domaine assez récent, c'est que la data mesh, quoi, le data mesh, ça prend du temps à mettre en place. Parce qu'en Mhm. fait, tu dois amener toute la vision data, ce qu'on appelle data centric, etc., data ownership, sur des personnes non tech ou tech mais non data, quoi, qui n'ont pas la vision décisionnelle, etc. Donc, qui peut être Ouais. aussi un petit biais. C'est pas parce que tu es tech que tu as forcément des qualités en data. Et c'est pas parce que tu fais de la data que tu as des qualités en software engineering Mhm. ou tu as peu de notions de DevOps, par exemple. Donc en fait, ce qui est bien dans notre domaine, c'est que il faut toujours comprendre les métiers, apprendre des autres, être ouvert. Et en fait, le data mesh, c'est est-ce qu'on peut faire un rapport avec l'agilité? L'agilité, c'est de l'organisation, mais Mhm. c'est une manière de s'organiser avec des conventions, des bonnes pratiques. Mais tu n'es pas obligé de faire de l'agilité pour être un bon chef de projet. Ouais, bien sûr. Moi, je résumerai le data mesh comme ça. C'est qu'on Ok. met des mots quand on conceptualise des pratiques, et on dit data mesh, mais on Mhm. peut très bien être dans une équipe qui ne se prévaut pas de faire du data mesh, mais qui en fait implicitement et qui fonctionne déjà très bien. Mhm.
Ouais, le but vraiment derrière, c'est d'avoir des équipes distinctes pour être capable de s'occuper de certains groupes de données, on va dire, mais surtout qu'on évite au maximum les goulots et Mm. le fait d'avoir quand même une certaine gouvernance au-dessus, mais qui soit respectée par toutes les équipes. C'est C'est surtout ça le ça. principe. Effectivement, on n'appelle pas ça tout le temps data mesh, mais c'est ça derrière. Parce qu'en entreprise, on dit beaucoup éviter les silos, éviter les silos, éviter les silos. Par contre, Mhm. s'il n'y a plus aucune digue, où se trouve la responsabilité, qui prend quoi, qui se charge de quoi. Donc c'est quand même un juste milieu à avoir. Mhm. Et oui, il faut se conformer quand même à des règles. Et ces règles, elles doivent être partagées Mhm. dans toute l'organisation. Oui, bien sûr. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait que Roche ait utilisé la data observability pour essayer de garantir un Mm. certain niveau de qualité de ces nouveaux produits, Ouais, c'est une très de bonne mettre idée. en confiance les utilisateurs. Je trouve ça bien, même dans Ouais. des entreprises qui fonctionnent déjà en data mesh, Mhm. ou même qui sont déjà data driven depuis longtemps, data centric. C'est pas toujours le cas d'avoir une vraie data observability. Ouais. Et Mm. moi, ça me frustre des fois. Parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez de vision 360. On se dit toujours, on est toujours en réactif, on n'est pas en proactif. Des fois, c'est les autres qui nous préviennent qu'il y a un problème, ce qui est dommage. Oui. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Toi, je sais pas, au niveau de la qualité enfin de la data observability, c'est pas que la qualité. Vous êtes assez mature ou vous êtes justement en train de mettre en place? Non, là, on est plus dans la. On a fait un gros effort sur toute la politique de qualité, Mhm. data quality, data testing, et sur la data observability, ça commence. Ok. On est vraiment à la première marche, je dirais. On a quand même un plan d'action Mhm. sur la data observabilité, mais bon, les journées ne font que, on va dire, 8 heures en moyenne. Ouais. Et clairement, il y a quand même beaucoup de sujets parallèles Mhm. et avec de la prio notamment. Donc, mais je dirais que si vous avez des petits creux de charge sur, on va dire, ce qui est très attendu par vos métiers ou pour de la sécurité ou quoi que ce soit, bossez tout de suite sur l'aspect CI/CD et Data Observability. Je trouve que le ROI dans une équipe sur ces deux points-là est quand même sacrément intéressant. Ah, bien sûr. Bah, ça fait en fait diminuer le run, le support que tu peux avoir derrière Voilà, à terme. c'est ça. Donc, ouais, bien sûr. Bien, merci Axel. Tu as travaillé sur un article qui parle de clés primaires et clés étrangères Et de leur mort. et de leur mort surtout. Leur mort. Ouais, donc article de Daniel Beach, Mhm. notre cher ami. Alors, en préambule, je vais quand même dire qu'il est sponsorisé par Delta Lake. Et il le dit Mhm. lui-même. Il est clair là-dessus. Donc, il pousse des pratiques de Lakehouse. Mhm. Mais je pense sincèrement qu'il est convaincu par la solution et que il joint l'utile et l'agréable, on va dire. Donc il commence l'article par dire que lui, bah, il a commencé un peu comme tout le monde, alors j'ai envie de dire comme tout le monde, comme beaucoup, avec de la modélisation table de fait, table de dimension, Kimball, Mhm. voilà, je sais pas comment on dit, quelqu'un de très important dans la data. Euh, et pour le paradigme de Lakehouse, tu n'as pas nativement, dans ce paradigme-là, de clé primaire et de clé étrangère. Comme sur un Des bases opérationnelles RDBMS, relationnelles. euh, Mhm. en anglais, SGBD en français. Ouais, les systèmes Une de base gestion de de bases de données. données Ouais, relationnelles. ouais. Waouh. Je l'ai sorti plusieurs fois, c'est pour ça. C'est bon. Ok.
Donc, pour faire très simple, la clé primaire s'assure que pour un champ donné, les valeurs ne peuvent pas être nulles et sont uniques. Et la clé étrangère te permet de lier deux tables via un champ qui est le même. Un champ ou un ensemble de champs. Un ensemble ou un ensemble Oui. de champs. Ok. Et un ensemble de champs, c'est du coup peut-être surrogate. On peut peut-être parler de surrogate quand quand on concate Ce- plusieurs champs On peut avoir une surrogate qui concatène dans la plusieurs champs table, ou ne pas en avoir. Tu peux ou utiliser ne aussi, pas tu en fais tes avoir jointures sur et plusieurs juste champs. faire la jointure sur plusieurs. Tu peux. Et du coup, au niveau perf, je suis pas sûr que ce soit. Ah, c'est moins perf. Ouais, Ouais, c'est moins bien sûr. perf. Et donc il part de ce constat-là, mais il dit c'est pas grave, dans le sens où il y a une bonne pratique qui est le fait de faire une clé de hachage sur plusieurs champs, donc comme on vient de discuter. Donc typiquement, tu crées ton champ, alors j'ai plus la commande exacte, mais MD5, donc la méthode de hachage, Ouais. toute la parenthèse avec, et tu mets tous les champs dont tu es sûr que ça va donner une clé primaire en bout de course. Donc je sais pas, moi par exemple, pour une vente, tu vas prendre le matricule du vendeur, l'eurodate, le numéro du magasin et le numéro de la caisse enregistreuse, par exemple. Ouais. Et tu vas hacher ces champs-là. Ça va te donner genre de master ID, donc un ID bien qui va faire office de PK, donc de clé primaire. Donc là, du coup, tu implémentes avec un peu de code la clé primaire dans ton lakehouse. Et ce qui est important aussi, c'est une fois que tu as fait ça, c'est de enforce, donc de vérifier, de prouver Mhm. que c'est bien une clé primaire. Donc il faut rajouter encore un peu de code post-création, post-génération de cet ID-là. C'est expliqué par le fait que un SGBD, comme Postgre, MySQL, etc., s'il y a une clé primaire en double, alors ce sont ses propres mots de l'article, mais il se vomit Mhm. dessus. Ouais, ça bloque. Ça bloque. Il Mhm. n'y est pas d'accord. Euh, Là, avec le Lakehouse, c'est que ça ne vérifie pas s'il y a un problème dans ton code, dans la génération de ton ID, que c'est bien une clé primaire, Mhm. puisque c'est du custom. Mais il dit, mais c'est très simple, tu fais des tests de validation, donc qu'il n'y ait pas de doublon, etc., non nul, etc., juste après la génération, un peu comme un assert, j'ai envie de dire, Ouais. ou si là, ces conditions ne sont pas vérifiées, bah alors c'est annulé et il faut retravailler la génération de cet ID-là. Mhm. Donc voilà, bonne pratique, on va dire, de Data Warehouse que tu peux implémenter en custom dans le Lakehouse et pour te faciliter la vie sur une architecture Lakehouse. Tu as des questions sur tout ça? Bah, j'ai lu sa proposition. Directement, je me suis dit, ça rajoute une étape Ouais. supplémentaire de traitement. Mm. Ok, je me dis, bon, c'est pas, ça peut. Et deuxième chose, je me suis dit qu'avec ça, on va perdre un peu un peu le sens, un peu la logique, peut-être pas logique métier, peut-être pas à ce point-là, mais on perd un peu le sens de se dire, ok, ça c'est une clé de hachage, elle est unique, pourquoi? Parce que en fait, tu as l'identifiant du client associé à une date, enfin une certaine commande associée à une date qui rend ça unique. Et je trouve qu'on perd en fait cette notion d'unicité en faisant ça. Euh, de manière En technique, oui, c'est unique, mais en fait, on ça se te rend plus permet compte pourquoi. d'avoir une clé étrangère
dans les tables de ton Lakehouse, du coup. Ouais, je comprends bien le principe derrière. Mhm. En gros, c'est comme si on refaisait la surrogate key dont on parlait tout à l'heure, mais avec du Ouais, hachage. ouais. Euh, mais je trouve que du coup, c'est plus clair. C'est quoi qui représente vraiment l'unicité dans la table? Juste le fait qu'il y ait un identifiant qu'on ne comprend pas qui dit c'est unique, ou est-ce que on comprend que c'est l'association de 2 ou 3 champs qui fait que c'est unique, ce qui aide aussi à comprendre les données. Mhm. Euh, donc moi, j'étais parti sur ça, le fait que j'ai un peu peur qu'on perde cette notion. Par contre, c'est vrai que dans les outils, on Après, parle de c'est écrit data dans ton lake. code. C'est ouais, bien sûr, c'est écrit dans le code. Euh, mais dans les outils de data lakehouse ou même de data warehousing, par exemple sur BigQuery, on peut préciser une clé primaire. Je ne sais pas s'il bloque, si jamais il y a un doublon. J'avoue, j'ai pas testé parce que dans ma mission actuelle, on ne définit pas la création de la clé primaire. On ne dit pas sur cette table-là qu'on va créer Mhm. tel champ, c'est une clé primaire. Par contre, on l'indique sur la description. Enfin, déjà, on identifie la clé d'unicité. Au moment de la documentation, de l'écriture de la documentation, de la modélisation, on va dire Mhm. ces champs-là, là et là, ça représente l'unicité et donc l'ensemble représente une clé primaire. Ça va déjà être indiqué sur la documentation que l'utilisateur peut voir. Et de la même manière, on va reprendre ça directement sur l'étape BigQuery. Au niveau de la description, on va indiquer que là, c'est une clé primaire, en plus de dire ça, c'est une partition, ça, c'est un cluster, etc. sur la D'accord. description. Ah, donc, Donc, dans ton schéma de création, tu ouais, définis pas la PK. Ok. c'est ça. Donc, au final, le hachage, j'ai un peu peur. Je suis pas trop pour partir là-dessus. Par contre, sur le principe qu'on abandonne cette mise en place de relationnel dans les nouvelles stacks, c'est vrai. Parce qu'au final, je ne le mets pas en place non plus. Donc ça, je suis plutôt en phase. Mais par contre, il faut garder cette notion d'unicité parce qu'il faut qu'on arrive sur la table, on comprenne qu'est-ce qui fait que c'est unique. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important. Mais effectivement, si tu fais des jointures après sur 2, 3, 4 champs, pour avoir une unicité, pour aller récupérer d'autres quelque part, ça peut faire perdre en performance. Donc là, il va falloir trouver un certain équilibre. Et c'est là qu'à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que le data engineering alors? Parce que tout le monde a a sa vision, etc., mais qui est légitime En fait, c'est possible d'avoir deux bonnes solutions, Bien sûr. mais que ce soit partagé dans une organisation Bah donnée. après, les deux peuvent être ensemble. Tu peux quand même indiquer dans Ah, toute quand ta tu dev, à documentation chaque ça. fois, Bah, dans le sens où tu peux toujours indiquer que là, c'est de l'unicité sur tel champ. Et en plus de ça, quand même générer une clé de hachage juste pour la partie traitement. Sur la partie exposition des données pour l'utilisateur, peut-être ça n'a pas d'utilité. bah, pour l'utilisateur, on s'en fiche en fait. Ouais. Je pense même pas que ça finira dans un dashboard. C'est de Mhm. la gestion tech. Ouais, clairement. Mhm. Euh, Après, tu me dis, tu peux faire les deux, mais donc du coup, tu auras une partie avec des clés de hachage et l'autre partie dans ton lakehouse sans. Bah, c'est dans le Donc sens ça où fonctionne pour différemment. tous les traitements, tu pourrais le faire avec du hachage. Mhm. Ça serait possible. Je ne suis pas contre faire ça, mais ça pourrait être possible. Mais tout en indiquant dans ta modélisation que c'est ces champs-là qui représentent l'unicité de ta table, sans prendre en compte ta clé de hachage. Ouais. Et Ouais, donc, après, effectivement, moi je suis plus pour le code as design. Tu vois, euh, c'est-à-dire, c'est ton code qui va. Je te dis code as design. Doc. ok, Non, doc as design? Non, design. Je sais plus. Quand tu j'ai pas écris du entendu le code terme, et mais que ça tu veux te dire donne que de c'est la doc. le. Ouais. Ouais, c'est ça. Attends, tu veux dire que c'est le code qui. Qui génère la doc. Ok, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Ouais. Euh, parce que en fait, la doc écrite, pour moi, elle a une propension à l'obsolescence hyper forte, tu vois. Donc, en fait, moi, quand on me dit alors, avant, je pestais, ouais, on comprend rien, il n'y a pas de doc et tout. Mhm, Mais je me suis tellement habitué à lire le code, mhm. à lire la vérité et à comprendre rapidement.
ce qui en découle. Et en fait, à lire le fonctionnel via le code, tu vois, alors qui doit être aussi commenté, je pense, hein. Mhm. À certains moments, il y a vraiment des trucs compliqués à intégrer euh, ou à appréhender. Euh, je sais pas, moi, quel rapport tu as avec la doc? Là, on sort un peu du sujet, mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui rentre sur le Lakehouse, qui connaît pas ce principe de hachage, comment il doit le découvrir? Alors moi, par exemple, sans répondre directement à ta question, mais plutôt comment je fonctionne, si je dois aller travailler sur une table ou un traitement que je ne connais pas, je vais directement aller sur la table exposée de l'utilisateur pour déjà avoir sa vision. Qu'est-ce qu'il y a Hmm. dessus? Il y a quoi comme champ dans cette table-là? C'est quoi les descriptions de la table? S'il y a un Quels sont les dashboard. types? Ouais, c'est ça, Mhm. éventuellement. Après, je reviens, d'accord, cette table est exposée et dans ce qu'on appelle le socle, c'est-à-dire la table avant, la Mhm. partie technique de la table, Mhm. il y a quoi dedans? Ah, là, je vois qu'il y a un identifiant technique qui s'appelle, je ne sais pas, la clé de hachage, ça peut s'appeler Technical ID Mhm. ou SID, Surrogate, etc. Euh, et dans la description, c'est indiqué hachage de ces champs-là pour Ouais, ouais, représenter une ouais. clé unique. Dans la Et donc description. là, j'ai déjà Ouais, cette ouais. information. Mhm. Et après seulement, si je dois intervenir dessus pour faire évoluer quelque chose, là, je vais rentrer dans le code. Mais DBT aussi permet Ça me va, ça. d'avoir la doc proche du code quand même. Et ça, c'est pas mal. Ouais, pour la partie. Mais DBT, c'est vraiment pour la partie data warehouse. Ouais. Là, je pense pas que tu puisses l'utiliser en paradigme lakehouse, pour Pourquoi le tu coup. pourrais pas? Ben, parce qu'en fait, tu fais pas que de la transformation. Ouais. Le... Je pense que le lakehouse, tu peux prendre de la donnée à la volée. Pas cette notion d'affinage bronze, silver, gold. Non, non, bien sûr, tu n'as pas obligatoirement une archimédaillon dessus, mais je pense quand même que les architectures en Data Lakehouse, effectivement, tu as un système unifié, c'est-à-dire que toutes tes données arrivent sur un certain endroit, tout est centralisé. Hmm. Mais je pense que tu as aussi, je ne sais pas si on peut parler de couches, mais tu as quand même une certaine partie de traitement parce que tu devras quand même à un moment agréger tes données quelque part. Donc peut-être que tu ne mets pas en Ouais. place une architecture médaillon pour dire là, tu as tes données brutes en bronze, après tu as une partie de traitement en silver et après tu as tes agrégats en gold, par exemple. Peut-être que tu n'as pas ça, mais je pense quand même que tu as un certain raffinage à un moment à faire sur tes données pour pouvoir les exploiter après, même dans une architecture data lakehouse. En fait, moi, je comprends bien le principe du lakehouse. C'est-à-dire que tu as, tes formats, tes formats de fichiers qui sont en fait des tables. Mhm. C'est des fichiers tables. Je sais pas Ouais, ouais. comment. Bah, de l'iceberg ou du delta, c'est. Ouais, iceberg, Ouais. delta. Mhm. Sur lesquels tu vas du coup pouvoir faire des actions acides, avoir des métadatas, donc faire aussi de la data gouv et du data mesh directement sur ton lake. Mais une fois que tu as tout ça, donc c'est un lake vachement propre, tu vois. C'est un lac Mhm. de Suisse. Ouais. Euh, pour moi, après, tu fais pas un gros travail de transformation sur tout ça. Je pense que après, tu as Ça dépend ce qu'on l'équivalent appelle d'un. transformation. Mais. Comment? Ça dépend aussi ce qu'on appelle transformation. Si transformation, tu appelles Ouais. ça cleanage ou si c'est partie enrichissement. Mhm. Mais je pense pas qu'il y ait tu sais, de différents steps comme dans un data warehouse. Mhm. En fait, ce serait intéressant. Là, honnêtement, je sais pas. Mais de comprendre les cas d'usage directement derrière. Si c'est juste un data mart, euh, donc en fait, il y a juste deux phases, Mhm. Lakehouse, data mart. Ou si potentiellement il y a besoin de faire plus.
Euh, et comment intégrer DBT par exemple dans une stack comme ça. Si ça fait vraiment sens ou pas. Ouais, ça pourrait être pas mal. Parce que Donc, là, en gros, ce que tu me dis sur ce que tu avais en tête, c'était que donc il y a tout qui arrive avec les formats iceberg, delta. hmm. Et si jamais on a besoin d'avoir de l'agrégation, c'est juste une couche logique qu'il y a dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement ordonnancé, c'est juste que si jamais il y a Ouais. l'analyse qui veut lancer quelque chose, ça s'exécute à ce moment-là. Bah, en fait, ouais, c'est ça, il se branche directement sur les données du lac, Mhm. mais un lac bien prêt à l'emploi en fait. Mhm. Cette notion en fait de couche de stockage prête à l'emploi pour de l'analytics. Et, je me dis, bah, DBT, c'est justement en partie ce qu'il fait, quoi. Mhm. En fait, je me dis, quelle serait la valeur ajoutée de DBT si ton data lake, ton lakehouse est déjà prêt à l'emploi? Mais pour moi, tu n'as quand même pas tout qui est prêt à l'emploi. Si jamais vraiment tu dois, toujours dans cette partie d'agrégation, le fait Mhm. de rajouter des indicateurs, ça, tu les as pas direct. Même si ça arrive propre, il faut bien faire quelque chose pour obtenir ces indicateurs. Donc, soit tu fais une vue qui pointe vers tes données avec la règle métier qui te permet de calculer l'indicateur, soit tu fais un Mhm. traitement spécifique pour générer autre chose, Ouais. euh, Ah ouais, ou moi, ça soit tu as une dépend. couche logique, comme avec Ouais. du LookML dessus. Ouais, à voir, effectivement. En fait, ouais, quel est le mieux, en fait, entre tout Mhm. ça? Le plus simple à utiliser? Mhm. Et est-ce que, là, je pense que je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais et est-ce que c'est facile justement de maintenir un lighthouse, Aucune idée. tu vois? Cette notion de maintien, et puis de d'entretien, de maintien ouais, du lighthouse, les metadata, euh, Bah, le ouais, fait que tu as des schémas flexibles, ça aide pas mal quand même. ouais, Parce qu'au fur et à mesure que si jamais tu veux rajouter quelque chose sur un format table, tu as ton schéma qui va évoluer à partir d'une certaine date, donc sans perdre en fait l'historique. C'est juste qu'il évolue. Et mhm. donc tu peux avoir plusieurs informations, mais tu peux faire quand même du time travel pour revenir à une version Ouais, antérieure. carrément. Et Donc donc ça, du coup, pour revenir à ton point sur le data ownership, mhm, vu que c'est le data owner qui maintient bah, son périmètre dans le lakehouse, mhm, ça permet quand même d'avoir une gouve vachement exhaustive et fine aussi. mhm, C'est l'avantage du lakehouse où quoi, plutôt l'inconvénient du data warehouse, c'est que quand tu n'utilises pas tout un pan de ton data lake dans un domaine, mhm. il n'est pas entretenu et personne ne sait vraiment ce que c'est, à part, une ou deux personnes. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça nous arrive des fois de retomber sur certaines tables ou traitements qui n'ont pas été alimentés depuis longtemps, on s'en est pas rendu Ah ouais. compte, ou alors que c'est pas, ça n'a simplement pas été utilisé depuis déjà 1 an, 2 ans. Ouais, 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 carrément. Mhm, ça arrive. Merci Axel. Je te propose d'enchaîner sur le Ouais. troisième article qui parle de la data stack déclarative. On en parle pas mal déjà depuis quelques temps. J'ai déjà Mm. entendu des termes de YAML engineer. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Ouais, ce ouais, genre ils de en ont un métier. peu parlé là, dans le dernier épisode entre Robin et Blef. Ah oui? Ok. C'était intéressant, je te conseille. Mm. Ok, j'ai pas écouté. Je connais, mais je l'ai pas écouté. Ok. Pour ceux pour que ce soit un peu plus clair, c'est quoi le déclaratif? En général, déjà, on fait de l'approche impérative, c'est-à-dire qu'on va détailler chaque étape avec du code, mais vraiment en détail, ce qui permet d'avoir un maximum de flexibilité sur les traitements qu'on peut mettre en place pour dire à cette étape-là, je vais faire ça, après cette étape-là, etc. Enfin, tu codes vraiment tout. Euh, mais par contre, pour maintenir ça, ça reste toujours plus complexe parce que clairement, tu as plein de blocs, tu as plein de possibilités. Si c'est pas suffisamment cadré, tu peux faire tout et n'importe quoi. Pour reproduire, c'est pas toujours évident.
Alors que l'approche déclarative, là, le principe, c'est de définir ce que tu veux, toi, le quoi, qu'est-ce que tu veux à la fin, mais sans vraiment définir le comment. Alors que l'autre approche, tu vas vraiment définir tu sais ce que tu veux, mais tu vas définir le comment. Tu vas tout faire. C'est la petite différence. Et par exemple, c'est des outils, je vais parler en premier du YAML. Ça, c'est clairement l'approche déclarative qui permet de configurer de manière claire ce que tu veux. Par exemple, DBT, ça utilise du YAML pour dire on veut que tes données soient définies tant, qu'il y ait des tests. Enfin, c'est assez clair en fait ce que tu peux faire avec Donc, le langage de Terraform, le HCL, il me semble aussi. Ouais. Pareil, Ouais. c'est une logique déclarative et c'est derrière Terraform qui va faire les actions pour atteindre l'attendu. Exactement. J'ai vu aussi, tu as un peu le SQL aussi. Pas de la même manière déclarative, mais tu as un peu le SQL quand même. Parce qu'au final, tu lui dis qu'est-ce que tu veux à la fin. Et tu gères pas en fait tout le moteur derrière, qu'est-ce qu'il va faire pour aller rechercher les bonnes données, les mettre ensemble, tout ce qu'il va faire comme calcul, optimiser. Ça, en fait, tu le gères pas. Donc, le SQL, c'est un peu aussi du déclaratif. Ouais. Bon, il y a d'autres exemples, mais en gros, c'est pour que ça parle. Et clairement, ça permet de simplifier à fond la mise en place de traitements, de se concentrer vraiment sur la partie métier, de définir qu'est-ce que je veux. Et ça permet d'être accessible aussi pour les non-techniques. Enfin, ça approche une certaine possibilité pour les non-techniques. Ça permet de rajouter une couche d'abstraction sur tout le process, tous les traitements. Ça permet aussi d'être reproductible facilement. Parce que tu peux juste dire, tu définis certaines variables pour dire qu'est-ce que je veux, et tu peux l'exploiter un peu partout et ça refait exactement la même chose. Ça permet aussi d'automatiser à fond. Voilà, tout simplement pour l'approche déclarative. Moi, clairement, j'utilise du YAML pour DBT. Ça permet de pas mal simplifier déjà la documentation. J'ai pu à gérer manuellement de faire toute la documentation, surtout plus besoin aussi d'indiquer clairement qu'est-ce qui dépend de quoi. Parce que par exemple DBT avec le YAML et DBT en lui-même permet de dire je sais que cette table dépend de cette table, etc. Donc c'est lui qui va chercher l'optimisation optimale. C'est lui qui va faire le data lineage automatique par rapport à la documentation que je lui ai donnée. Pareil, j'ai fait un outil dans ma mission actuelle il y a peut-être un an. C'est un outil qui permet de faire du support parce que il y avait un orchestrateur, un vieil orchestrateur qui était disponible qu'en page web et sur le réseau du client. Et à chaque fois qu'il fallait voir tous les traitements, il fallait aller un à un sur chaque traitement pour voir ça avait bien tourné, ça avait pas bien tourné, ça a bien tourné, ça n'a pas tourné. Il y a pas une vision d'ensemble. Et donc j'avais mis en place un script Python pour faire du web scraping. Et j'utilisais assez simplement et assez naturellement du YAML pour configurer un peu tout. Pour dire, là, en fait, dans mon YAML, je vais définir tout ce que je veux regarder. Je définis certaines configurations. Et puis après, je vais utiliser le Python juste pour aller lire et interpréter et faire ce qu'il faut. Et donc, au final, j'ai juste fait à un moment le code Python. Mais tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est si je veux le faire évoluer avec d'autres scripts à aller interroger, je rajoute juste dans le YAML. En général, je rajoute 2 lignes. Et puis, il va s'adapter, il va refaire ce qu'il faut pour aller checker tout ce qu'il faut. Donc, effectivement, la partie déclarative, je trouve que ça aide beaucoup. J'ai même entendu un collègue, il y a quelques années, qui m'avait dit, moi, j'ai fait une mission. Mission data ingénieur, tout ce que j'avais à faire, c'est faire des YAML pour mettre en place des traitements, pour faire de l'extraction, pour faire le traitement, toute la partie ELT. Je faisais que du YAML. Par contre, je me suis fait chier. Ça m'a pas du tout plu. Du coup, je suis parti. Et donc, ça me fait réfléchir aussi. Je me dis, c'est vrai que le YAML, ça permet de simplifier à fond. Par contre, est-ce qu'on va pas avoir un sentiment de perte d'intérêt dans le boulot aussi, le fait de faire que du YAML? Donc là, je parle en tant que data ingénieur. Je me demande vraiment, est-ce qu'on va s'y retrouver?
à faire du YAML. Est-ce que c'est ce qu'on veut aussi vers s'orienter que sur du YAML? Je me pose la question. Je sais pas ce que toi t'en penses. Il était sur une mission de platforming, un peu data platform, non? Je pourrais plus te dire exactement en détail. Moi, j'ai juste gardé en tête ce truc-là, que ça lui avait pas plu, qu'il a pas senti sa plus-value, ça Ouais, l'a pas ouais, ouais. valorisé en tout cas. Alors, pour moi, il y a deux sujets. Mhm. C'est une entreprise qui embauche des techs. Elle veut facilement Mhm. pouvoir onboarder ou remplacer, on va dire ça clairement, les gens Mhm. et faire baisser le TJM. Mais c'est le jeu, hein, on n'est pas en train de... On n'enfonce pas des portes ouvertes. Mhm. Et l'YAML, c'est une bonne solution. Mhm. Parce que ça réduit la complexité, mais à défaut, le développeur happiness en prend un coup, parce que c'est robotique en fait. Ouais. Cette approche-là déclarative de dire bah, je veux ça et ok, ben, c'est tout. Il n'y a aucun challenge cognitif, on va dire. Mhm. Donc l'autre sujet, c'est dire par contre, il ne faut pas over-engineer tout. Donc mettre de la tech pour de la tech et se retrouver avec un code complexe où tout est dans la tête du développeur qui l'a Mhm. fait. Donc où là, carrément, tu as une adhérence à la personne, etc., qui est très très forte. Mhm. Donc moi, je suis pour le juste milieu. Pour tout ce qui est répétitif, où il n'y a pas de... Même si tu n'utilisais pas de YAML, où il n'y a pas de grande logique métier, etc., le YAML, c'est bien, ça sert. Mhm. En revanche, quand tu vas partir sur de la logique métier, euh, potentiellement de l'orchestration avec Airflow, etc., Mhm. euh, c'est quand même vachement bien de se garder une possibilité de vraiment réfléchir et de se challenger. Mhm. Donc moi, je suis dans cette approche-là où l'alliance fait la force, quoi. Ouais. Euh, faut dire aussi que les deux outils que moi j'ai le plus en tête là quand je te parle, c'est Terraform et DBT, qui Mhm. utilisent YAML. Ah, en partie, ça on va en parler après, mais pour tout ce qui est CI/CD, des, des outils comme GitHub Actions ou GitLab CI, où là, il y a du YAML aussi. Ouais. Même s'il peut y avoir des scripts en bash, etc. aussi. Ouais, t'allais dire un truc? Ouais, j'allais dire, moi, clairement, c'est vrai que c'est plutôt la partie ingénieur qui pourrait me manquer là-dedans, parce que effectivement, j'aime bien avoir du challenge, j'aime bien pouvoir réfléchir, j'aime bien me Ouais, prendre la tête aussi dessus. Si ouais. on réfléchit en termes d'entreprise, ça permet clairement d'améliorer déjà le time to market, donc le fait de développer plus vite, de mettre en production beaucoup plus rapidement, Mhm. donc d'avoir un avantage concurrentiel au final. Parce que si on peut interpréter plus rapidement les données, mettre en place des nouvelles sources, mettre en place des nouveaux usages, c'est un avantage. Ça permet aussi de plus prendre la tête sur la partie performance de tes requêtes, sur la partie des coûts, parce qu'on travaille de plus en plus dans le cloud. Majoritairement, je dirais qu'on travaille dans le cloud. Et donc, du coup, il y a une notion de coût aussi derrière. Moi, je sais que je prends toujours un certain temps pour dire, alors là, il faut que j'optimise la perf de manière générale, ce qui peut être normal. Et en plus, il faut que j'optimise la partie coût, parce que ça coûte trop cher. Et donc, je peux perdre du temps. Que là, si je faisais que Mhm. du YAML, de manière donc simplifiée, je pourrais le faire beaucoup plus rapidement, j'aurais pu me prendre la tête sur ça, je pourrais vite délivrer quelque chose. Donc je pense qu'il faut clairement s'adapter sur ça. Euh,
après avoir dans l'usage, au niveau de la flexibilité, parce que je crois que j'avais déjà entendu parler aussi sur Kestra. Je sais pas si c'est du YAML sur Kestra, je sais plus, mais j'avais déjà entendu parler que Si, c'est YAML. c'était du Ouais, Si, c'est ça, hein. c'est full YAML. Ouais, c'est du déclaratif aussi. Mais par Ouais. contre, dedans, dans ton YAML, je crois que tu peux mettre du code. Et donc, je Mm. crois que j'avais vu à un moment, ça m'avait écœuré, un bon gros YAML Kestra avec plein de code et ça devenait assez dégueu, quoi. Bah, Parce tu que là, tu tords avais l'outil. ouais, t'avais du Java, tu avais du Python dans un même script ça partait Ouais. dans tous les sens. Donc au final, j'avais l'impression Mm. qu'il laissait cette flexibilité, mais du coup, ça faisait pire qu'avant. Je pars Ouais, dans puis l'extrême. mal J'entends utilisé, quand même ça beaucoup de peut bien être. de Castra, hein. Oui, oui. Mais mal utilisé, du coup, si tu tords l'outil, effectivement, après, c'est dégueu. Et pour finir, moi, je m'étais posé la question aussi sur l'impératif. Est-ce que c'est pas la transition entre le déclaratif et l'IA générative? Est-ce que c'est pas juste la step avant de passer à l'IA générative? Parce que tu sais, on en parle sur les podcasts de temps en temps. IA générative, le fait que tu mettes juste en texte, qu'est-ce que tu veux, pouf, ça le fait tout. Mhm. Donc encore plus, Ouais, c'est l'étape ouais, d'après. ouais. Voilà, question ouverte. Ouais, À question ouverte, réfléchir. mais là, j'avoue, je me mouillerai pas trop. Alors oui, je suis d'accord sur la possibilité. Hum, ouais, après, faut voir, parce que si tu te laisses non plus pas du tout de marge de manœuvre avec des outils très 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 génériques, Mhm. ça peut aussi devenir complexe. Ouais. Où tu es en fait dans des carcans de développement et où justement tu n'as plus cette patte de l'ingénieur qui vient te sortir de beaucoup de situations. Tu n'as plus cette Mhm. notion aussi de débrouillardise, donc ouais, ça serait beaucoup moins sexy de cette yamelisation à outrance. Mhm. Mais tu vois, faut pas non plus ne pas vivre avec son temps Clairement. et accepter que des outils puissent bien faire le taf pour un périmètre donné, quoi. Mhm. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Ouais, bien sûr. Merci Axel. Et donc du coup, tu as lu un article aussi sur les GitHub Action? Ouais, donc là, on revient sur la partie CI/CD. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que c'est GitHub Actions? Alors, tout le monde connaît, en tout cas ceux qui font un peu de dev, etc. GitHub, on connaît aussi GitLab, qui sont deux produits vraiment similaires. Donc c'est des, des outils où on stocke notre code, via notamment, et on utilise ça avec Git, donc Git qui est un gestionnaire, enfin, qui fait du versionning de code, Mhm. avec la possibilité voilà, de créer des branches, de livrer des branches sur la branche principale ou la branche de release. Bon, je ne vais pas refaire Mhm. toutes les possibilités, mais c'est pour remettre dans le contexte. Donc c'est pour livrer du code, principalement, hein, parce qu'en en fait, on va voir qu'il y a quand même pas mal de features, de cas d'usage dans ces outils-là. Euh, donc quels sont en fait les composants clés de GitHub Actions? Donc il y a les workflows, les jobs, les steps, les actions et les events. Mhm. Euh, En gros, les workflows, c'est une collection de tâches qui sont définies dans tes fichiers YAML. Mhm. Euh, et ça automatise des tasks dans le dépôt. Ok. Donc chaque workflow peut être déclenché par différents events. Un exemple, par exemple, c'est tu pushes ton code. Voilà, ça c'est un événement. Mhm. Et c'est stocké dans un répertoire bah, point, point GitHub Workflows. Les tâches, donc c'est un peu granulaire, hein, c'est un peu du plus grand au plus petit. Et c'est Les des tâches, dossiers dans des dossiers? Enfin, des répertoires dans des répertoires non, là je parle vraiment au niveau de tu sais, workflow, Ouais, tâches, d'accord. Ok. étapes. C'est en termes de granularité de fonctions.
Mhm. Donc les tâches, bah, du coup, c'est un ensemble de steps, donc d'étapes. Mhm. Et une tâche, bah, ça s'exécute. Les étapes s'exécutent sur le même exécuteur. Elles peuvent, donc par défaut même, elles sont exécutées en parallèle. Et elles peuvent peuvent être exécutées l'une après l'autre, séquentiellement. Les étapes, du coup, c'est des tâches individuelles Mhm. qui composent la task euh, et elles exécutent des commandes, des scripts pour accomplir une tâche spécifique. Ok. Les actions, c'est des composants réutilisables qui vous permettent d'automatiser des tasks Mhm. dans le workflow. Elles peuvent être pré-build, donc euh, disponibles en fait sur proposées par GitHub, c'est D'accord. on-shelf en fait sur l'étagère, ou elles peuvent être personnalisées par le dev. Ok. Les events, bah, du coup, c'est comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a une action qui est faite, il y a un déclencheur qui lance un workflow. Ça peut être basé sur des événements GitHub, donc un push vers une branche, Mhm. ou planifié, ordonnancé. Ok. Donc une fois que j'ai dit ça, euh, quels sont les cas d'usage en, en dev? Euh, Bah déjà, tu vas automatiser plein de tests sur ton code, donc des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests de bout en bout. Euh, donc l'intérêt, en gros, hein, de GitHub Action, c'est de cliquer sur un bouton et que tout soit joué, Mhm. toutes tes couches de test soient jouées pour valider ton développement. Donc ça, la partie CI, du coup, tu vas pull le code le plus récent. Mhm. Tu vas intégrer ton code, jouer les tests et finir par merge si tous les tests sont passés ton code. Donc, comment traduire merge? Bah, tu vas le déposer en fait sur Le la branche déposer, principale. voilà, Ouais. l'intégrer Mhm. là où tu veux. Mhm. Une fois qu'il est mergé, donc il est intégré sur ta branche, il va falloir le déployer sur ce qui fait tourner le code. Mhm. Donc, on va dire en gros un serveur. Et là, c'est la partie déploiement. Donc tu peux déployer, push un conteneur Docker sur un registry, euh, mettre à jour un cluster Kubernetes. Quoi, il y a plein de formes de... Quoi, ça se matérialise en fait par plein de cas d'usage, Ouais. ce déploiement. Donc ça, je dirais que c'est les cas d'usage classiques. Et après, tu as des cas d'usage un peu plus avancés ou un peu plus spécifiques, comme scanner la vulnérabilité de ton code, faire des vérifications de sécurité, de qualité de code, de linting. Donc, tu peux faire des prehooks avec du... Tu m'avais parlé de quoi la semaine dernière? Comme linter que tu utilisais? SQL Fluff? C'est Fluff, ouais. SQL Fluff pour le SQL, mais on en a d'autres en Python. PyLint? Comment? PyLint? Black? Ouais, Truc comme ça. Black, Ouais. Rough, il me semble aussi. Ouais. Un peu plus récent. Euh, ouais, donc là, tu peux faire vraiment des choses intéressantes à ce niveau-là. Tu peux aussi gérer du multi-environnement, quoi. Après, des choses, moi-même, que je fais pas directement. Mhm. Euh, Et je dirais que c'est bien de se l'approprier en tant que data eng,
toute cette notion de CI/CD. Même si c'est pas notre cœur de métier, moi je trouve que c'est important d'être avide de connaissances sur toute cette partie-là. Mhm. Après, tu as des data eng qui préfèrent l'analytics, plutôt, tu vois, métier, analytics engineering, etc. Pardon. Et tu as des data eng qui, justement, préfèrent la tech, donc qui vont plus être du côté DevOps. Donc voilà, toute cette partie CI/CD, architecture, test de perf, etc. Mais peu importe, j'ai envie de dire, la CI/CD, avoir un bon niveau, pas être forcément un spécialiste, mais un bon niveau, c'est important. Et l'article finit par parler de ces GitHub Actions dans le domaine du data engineering. Mhm. Et là, il parle notamment de 3 étapes. Automatiser les pipelines ETL, faire des workflows d'orchestration, donc par exemple des actions qui triggerent des Daggerflow, Mhm. de la data quality, mais ça c'est redondant je trouve avec ce qu'il avait expliqué dans les fondamentaux. Mais du coup de la data quality qui va vraiment chercher dans la donnée et pas que dans le code. Ouais. Donc tout ce qui est notamment testing et validation de données avec plein de cas d'usage, plein de scénarios, etc. Pour valider la notion de données, de testing de données et pas de testing de syntaxe de code, quoi. Ouais, ouais. Toi, tu me disais que c'était sur cette partie-là où tu n'étais pas encore chez ton client à 100% au point. Sur la partie data Est-ce qu'il- testing, Ouais, dans ta effectivement, CI/CD. Que c'est tu aimais ça. bien en fait à chaque fois vérifier de ton C'est côté. exactement ça. Ce que je commence à faire justement avec DBT qu'on met en place. Ouais, ouais, Là, il y a la possibilité de mettre en place des data tests sur ouais, DBT. Mais ouais. sur ce qui est legacy, effectivement, ça, il y en a pas. Donc ça, c'est plutôt manuellement Ok, que je valide. ok. Ouais, ouais, effectivement. Donc là, en fait, c'est fait que quand tu as des BT, au final, tu ressens pas le besoin de faire des GitHub Actions sur les tests de qualité de données. Non, Non. sur les tests de qualité de données, On pas en du parlait. tout. En plus, sur DBT, tu as possibilité de faire des tests vraiment de bout en bout. Pour dire, Hmm. là, tu as un jeu de données en CSV. Tu appliques sur ce jeu de données-là tout ta pipeline. Mhm. Et d'après, tu peux faire un insert pour comparer ce que toi, tu attendais avec ce qu'il te donne. Et Ok, donc, ça peut te générer un test pour dire ça, c'est assert true, assert false, si c'est OK, si c'est pas OK. ok, Donc, ok, tu top. peux faire des trucs pas mal sur les BT. Ouais. Mais par contre, sur Bien. la partie CI/CD, clairement, GitHub Action, j'ai l'impression qu'il offre pas mal de fonctionnalités. Oui, Euh, et notamment une que j'aime beaucoup, mhm, alors il appelle ça Automating Analytics and Reporting. En fait, c'est la capacité, quand tu livres, quand tu déploies ton code, de rejouer la partie, la brique qui concerne ton code, de la rejouer et de mettre à jour les dashboards qui sont concernés. mhm. Tu vois, donc en fait, dès que tu pousses ton code, ta feature, ben, les dashboards directement après vont contenir les modifications. Ouais, j'ai Au noté lieu ça de, aussi, tu je sais, trouve ça. d'attendre la chaîne de la nuit et d'avoir le résultat le lendemain. Mhm. Ouais, C'est clairement, c'est c'est intéressant. possible. D'ailleurs, quand j'ai vu le Euh, titre de l'article, au début, je m'étais dit que c'était comment est-ce qu'on peut faire toute la partie ETL avec GitHub Actions. C'était pas ça, hein. ouais. Ouais, donc toi, tu as C'est- compris quoi de ça? Moi, j'ai compris que GitHub Action, ça pouvait être en complément de tout ce qu'on utilise. Là, tout à l'heure, tu parlais de faire un trigger sur les Daggerflow.
Donc ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait en place du Airflow. C'est juste qu'il peut interagir avec ton Airflow et te faire des déclencheurs en fait Ouais, c'est ça. dessus. Ça Pareil au prend, niveau oui, DBT. c'est pas un orchestrateur de tâches analytics en fait. Mmh. C'est ça. C'est juste lui qui te permet de faire certains déclenchements, de faire certaines actions dans certains cas, etc. Au final, il peut Ouais. te mettre tout en place. Mais c'est complémentaire. C'est pas lui qui va aller complètement extraire d'une base de données toutes les données pour les faire transiter dans une autre base de données. C'est lui qui va après exécuter toute la partie traitement pour Ouais. après déposer. Ça n'a pas cette vocation en fait. Non, pas du tout. Je pense que même ce serait un enfer sur Terre si tu utilisais GitHub Actions en tant qu'orchestrateur de pipeline. Ouais. Non, non, à pas faire, je pense. Euh, Bon, après, GitHub Action, il me semble que c'est gratuit. Oh, j'imagine qu'il y a des limites. Mais je ne l'ai Mais pas ouais, utilisé GitHub je Action. pense qu'il y a une version entreprise, hein, comme tout outil. Mhm. Euh, mais en tout cas, on peut se former à la maison sur GitHub Actions sans problème, quoi. Après, Ouais, clairement. faut avoir un petit projet quand même à faire tourner. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir au moins un bon niveau sur la partie CI/CD sans forcément avoir vocation à être un spécialiste DevOps pour un DE? Pour moi, ça apporte énormément au profil. Ouais, Euh, effectivement, avant, c'était data ingénieur. Tu faisais du SQL pour faire du SQL, enfin pour faire du SQL. Tu faisais le traitement SQL. Mais de plus en plus, et quand je dis de plus en plus, ça fait déjà des années que ça commence à être de plus en plus, il y a besoin aussi d'avoir des capacités de software engineering pour pouvoir, là si on parle de CI/CD, pour pouvoir faire du déploiement de code, du versionning aussi de ton code, parce que tu travailles aussi au sein d'une équipe, tu dois faire évoluer, il faut que tu puisses automatiser. Euh, à certains aspects, il faut que tu puisses aussi mettre en place certains outils. Par exemple, là, tu as une certaine problématique que tu as envie de résoudre. Tout à l'heure, je parlais de faire un web scrapping pour faire du run. J'ai utilisé Python. J'ai fait un petit package, enfin, pas un package, mais j'ai fait un programme Python euh, que j'ai déposé sur un GitLab. Bon, il n'y a qu'une branche dessus, il n'y a que la branche master, j'avoue, ça c'est pas ouf. Mais ça pourrait être bien de faire plusieurs branches dessus, parce que pour moi c'était un petit projet. Mais c'est important d'avoir certains concepts de software engineering. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je dois découper, qu'est-ce que je dois mettre dans une fonction pour que ce soit maintenable aussi. Parce que là, je le crée pour moi, pour me répondre à une certaine problématique, mais le but c'est que ça soit utilisé par toute l'équipe. Et si jamais il y a besoin de le faire évoluer, est-ce que ça va être facilement maintenable et est-ce qu'on va pouvoir facilement le faire évoluer? Faut avoir certaines pratiques de software Mm. engineering, Mm. pas que la CI/CD. Il faut aussi juste le software en lui-même. Ouais. Donc je pense que ça devient essentiel pour avoir des profils qui sortent aussi de l'ordinaire et aussi qui répondent à des besoins actuels en entreprise, de pouvoir déborder sur les rôles. Oui, et je pense que les entreprises vont de plus en plus attendre des data engineers de savoir quand même faire de la CI/CD, un peu d'archi, tu vois, avoir des profils expérimentés, alors toujours spécialisés en data, hein, Bien sûr. mais quand même avec une palette un peu plus large. Mhm. Et je pense même que en termes de plaisir de travail, c'est comme ce dont on parlait tout à l'heure, si tu fais que du YAML toute la journée, tu vas t'embêter. Mhm. Mais si tu fais que du pipeline SQL toute la journée, tu vas t'embêter. Euh, donc, viser un peu plus, une palette un peu plus grande, ça Mhm. peut aussi vous aider à vous éclater au boulot et à sentir que vous progressez quoi, tout le temps, Mhm. être sur une pente ascendante. Et potentiellement de décrocher un poste dans une belle boîte que
que vous aimez, quoi. Ouais, ouais, clairement. C'est ce qui va différencier des autres profils. Ouais, c'est ça, c'est un différenciateur aussi. Mm. Merci Axel. On va passer au dernier article, qui est un article de Philippe Newbourg sur le rôle du data owner. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on n'en parle pas toujours du data owner. C'est vrai que ça s'éloigne un tout petit peu de la data engineering. Après, on va peut-être reparler de c'est quoi le lien et qu'est-ce que ça peut apporter à la data Ouais, engineering. pas tant que ça, hein. C'est important. Non, justement, il peut y avoir des liens. Ouais, ouais, carrément. Ouais, bien sûr. Et dans son article, Philippe évoque le data owner pour dire que c'est un référent et non pas un propriétaire de la donnée, ce qui a quand même une signification différente. Il rappelle que Mm. les données appartiennent et non pas à un rôle ou à une personne. Lui dit que de manière optimale, pour nommer, entre guillemets, enfin identifier et nommer un data owner, c'est celui qui connaît le mieux la donnée en question, ce qui paraît tout à fait logique. Et ça peut être un rôle transverse. Et il insiste sur ça parce qu'il ne faut pas toujours donner ce rôle à des chefs de service. C'est pas un rôle de manager où parce que tu es chef de service, tu sais tout sur la donnée. C'est pas toujours le cas. Des fois, tu n'es pas à même de répondre aux questions sur certaines données. Et il dit aussi que c'est pas un métier en soi, mais plutôt un rôle supplémentaire par rapport à son métier. On peut partir dans l'extrême, un data ingénieur pourrait être data owner. En plus, j'en connais pas beaucoup, mais partons dans l'extrême, ça pourrait être ça. Parce qu'il a une certaine appétence, il a un certain, je sais pas comment dire en français, un certain background, un certain historique de vécu dans l'entreprise qui a fait qu'il était opérationnel avant, après il est passé sur data engineer, bref. Et surtout aussi, ce qui paraît logique, mais c'est bien de le rappeler, il ne faut pas forcer un collaborateur à avoir ce rôle. Il faut souvent que ce soit par envie, le fait que le collaborateur se sente déjà référent. Parce que des fois, même s'il n'y a pas un data owner qui est indiqué, dans le fonctionnement de leur organisation, tu dis, ah tiens, je ne connais pas trop ces données-là, tu sais à qui je pourrais m'adresser. En fait, lui, il connaît des trucs et tout. Donc souvent, tu as déjà implicitement des référents sur certains sujets, sur certaines données que tu vas voir. Et pour moi, c'est un point important pour moi, mais c'est une évolution de la fiche de poste et ça doit être rémunéré. Si c'est un rôle supplémentaire. Ouais. Parce que ça implique quand même derrière du travail. Ah, bien sûr. Donc, je pense que c'est important aussi de mettre en face tout travail mérite salaire et toute responsabilité mérite salaire. Donc, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ne valorisent pas ce pan data owner et qui estiment que ça fait partie, en fait, maintenant qu'il y a de la data, du job. Mais c'est de vraies responsabilités. Ah, bien sûr, parce qu'il y a des prises de décision aussi derrière. Ouais. Parce que le fait que tu sois identifié officiellement comme data owner d'une certaine donnée fait qu'on va venir te voir pour aussi prendre des décisions, pour dire alors sachant ça, tu ne peux pas faire ça parce qu'il y a tel truc, etc. Tu prends des décisions. Donc oui, bien sûr, je suis totalement en phase avec toi. Et donc pour refaire un peu le lien avec la data engineer, moi j'en ai pas toujours des data owners à proximité. Je suis pas sûr, par exemple, dans ma mission actuelle, il y a beaucoup de data owners. Et ce qui, des fois, peut être compliqué. Quand tu dis, je comprends pas trop la donnée, comment ça se passe, c'est quoi vraiment, enfin, qu'est-ce que je dois comprendre dedans, comment je dois l'utiliser. Il n'y a pas toujours quelqu'un en face. Et donc, c'est pas facile de prendre des décisions, de savoir quoi faire, même dans le développement. Tu as besoin aussi d'un référent de la donnée pour pouvoir faire le dev. Donc, moi, je ressens le besoin. Clairement pour comprendre ce qu'on manipule. De la même manière, les data analysts, parce que data ingénieur, c'est pas juste pour être data ingénieur. Data ingénieur, tu mets pas juste en place des traitements pour mettre en place des traitements, on est des nouvelles données. C'est que tu réponds à un besoin derrière. Peut-être qu'il y a les décisionnaires qui ont besoin d'avoir une vision sur un certain point, ou alors les data analysts qui ont besoin d'avoir différentes dimensions analysées pour éventuellement s'orienter vers une certaine prise de décision, une amélioration du business. Et donc là, ils viennent te voir, ils disent bon, il n'y a pas tout ça, est-ce que tu pourrais me mettre à disposition cette donnée-là? Mais même eux, en me demandant,
ils n'ont pas toute la connaissance métier. Donc ça peut pas être non plus, on parlait, ça peut pas être toujours des chefs de service, mais ça peut pas être toujours des data analysts aussi, parce que souvent, même moi aussi, c'est ce que je fais des fois, je vais aller voir les data analysts pour demander un peu plus de détails, mais ils n'ont pas 100% des réponses. Et clairement, ça aide sur la qualité de la donnée, parce que ça aide à comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que c'est normal que la donnée se comporte de telle manière? Est-ce que le data analyst qui demande d'avoir un certain KPI, une certaine agrégation, de faire une certaine règle métier, est-ce que c'est interprétable? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Ça permet aussi de challenger le besoin pour améliorer ce que tu livres, et ça aide aussi pas mal pour la documentation. Après, c'est pas un data manager, enfin, il y a des petites différences entre les rôles, mais ça peut clairement aider pour la documentation parce que les data engineers font aussi une partie de documentation. Toi, tu en penses quoi du data owner dans le cadre du métier de data engineer ou d'analytics Euh, engineer? ouais, donc déjà dans l'organisation et dans l'implémentation d'une vision data dans une entreprise, je trouve que c'est hyper important, déjà. Ça challenge, comme tu dis, le besoin. Ça met des gens autour de la table aussi pas mal. Et tu vois, un data owner, la remarque que je peux faire avec un peu de recul, c'est que c'est lui, il doit être le plus sachant, mais on n'attend pas de lui qu'il sache tout. Il peut aussi avoir des questions, et on peut se rendre compte de problèmes de données, notamment en parlant avec lui et en se posant des questions. Donc pour moi, c'est vraiment un rôle important et c'est un rôle de communicant. C'est pas quelqu'un qui doit rendre des comptes. Donc, bien utilisé dans une organisation, ça peut très facilement faire accélérer les développements. Accélérer les développements, améliorer les tests, la pertinence du besoin, l'essentialisation des tableaux de bord. Donc pour moi, c'est un rôle pivot, un peu sous-estimé. Et donc, tu vois, un data owner dans une entreprise, c'est pas une rockstar. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment un crush, on va dire, avec ce poste-là, qui n'est pas partagé par tout le monde. Je pense plus par méconnaissance que par choix, quoi. Ouais. Donc, ouais, à voir par la suite, mais tu vois, moi, si j'avais les manettes dans une grande entreprise, j'en ferais des rockstars. Vraiment. C'est vrai que ça peut vraiment beaucoup apporter dans une entreprise. Bah ouais. Clairement. Bah, je te remercie, Axel. Bah, merci à toi, comme chaque semaine. Ouais, toujours un plaisir. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que le podcast est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Si vous appréciez le podcast, pensez à mettre une bonne notation. Et si vous souhaitez toujours approfondir certains sujets que l'on a pu évoquer dans le podcast, pensez à mettre des commentaires. Et c'est la manière la plus adéquate pour approfondir les sujets. Encore merci, Axel. Merci à tous de votre écoute. Et puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Salut.